Aujourd'hui, je vais te parler de la figure du poète dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Alors déjà, il faut s'intéresser à l'expression du moi dans le recueil. Le jeu qui est utilisé, la première personne qui est utilisée dès le début du recueil avec au lecteur, montre que l'expression du moi va avoir une grande place dans le recueil. Et effectivement, on peut relier cette expression du moi à une dimension autobiographique, puisqu'on peut relier certains éléments du poème à des expériences réellement vécues par le poète. Donc, par exemple, certaines figures de femmes dans le poème se relient à des femmes qui ont réellement existé euh, et qui ont eu une grande place dans l'existence de Baudelaire, donc par exemple Madame Sabatier, Jeanne Duval, Marine Aubrin. Mais malgré tout, il me semble très important de faire une différence très nette entre Baudelaire en train d'écrire des poèmes et la figure du poète qu'il met en place dans son recueil. Un peu comme dans un roman, il faut faire la différence entre l'auteur et le narrateur. Parce que l'auteur va construire un personnage, enfin construire une figure à travers laquelle il va narrer son histoire. Et c'est un peu le cas aussi avec la figure du poète. Le poète, il est construit par l'écrivain, par la personne qui écrit, euh, et il va avoir certaines caractéristiques euh, comment dire, fictive. Et en plus de ça, la figure du poète correspond à une certaine tradition poétique. Et donc, il faut faire attention, selon moi, dans ta dissertation et dans tes explications linéaires, à plutôt que de parler de Baudelaire quand tu veux parler de la figure du poète qui est représentée dans le poème, à bien parler de figure du poète ou le poète. Et par contre, quand tu veux parler des effets, de l'écriture poétique, là, tu peux dire Baudelaire. Mais il y a vraiment une différence entre les 2 qui me semble très importante, dans Les Fleurs du Mal, notamment parce que Baudelaire, il, met en avant le fait qu'il s'agit d'un travail d'écriture poétique et donc que tous les aspects de son poème sont voulus, sont travaillés, sont, façonnés et donc la figure du poète qui est représentée dans son poème fait partie, de cette construction. Hem et donc c'est intéressant de l'étudier comme tel. Ça permet notamment de, vraiment s'intéresser à l'expression du moi comme quelque chose qui est, un sujet, de l'écriture poétique. Et on s'aperçoit, dans de nombreux poèmes que, par exemple, dans Spleen, notamment le dernier Spleen, mais aussi dans un autre poème dont le titre est difficile à dire, qui est Leotonti Morumenos, que on assiste à une expansion du jeu. C'est-à-dire que le poète, enfin Baudelaire, arrache la figure du poète aux limites de sa personne pour l'associer à des objets, à des lieux, à des atmosphères. Et c'est-à-dire qu'il y a une expansion du sujet qui va s'étendre au reste de l'univers, qui va dépasser les limites corporelles et sensibles de l'être humain. Donc, par exemple, dans Spleen, celui qui est très connu, qui commence, mais les autres c'est la même chose, hein, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, ici, le malheur du poète, le spleen, va être exprimé non pas par une expression du moi assumé, il y a très peu de références au jeu ici, on en a à la fin du poème en fait,
par mon âme et mon crâne. Mais avant, l'intériorité du poème, ces états d'âme, vont être exprimés par l'atmosphère lugubre et macabre du ciel sombre, puis l'image du cachot, de la prison, puis l'image des cloches, par des images de cauchemar aussi. Et donc on va avoir cette expansion du moi qui va s'exprimer en fait à travers des objets du monde. La même chose un peu différemment dans Léo Tonti Morumenos, qui est aussi dans la section spleen et idéal, où le poète enfin le jeu du poète va s'associer à des objets concrets. Donc c'est le cas dans l'avant-dernière strophe où il écrit « Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. » Donc ici le poète s'associe à des objets, il y a une identité entre le poète et l'objet, la plaie, le couteau, le soufflet, la joue, les membres, la roue, avec l'expression d'un paradoxe, d'une identité paradoxale et antithétique, puisque le poète est à la fois le bourreau et la victime, et les objets expriment de manière imagée et symbolique ces deux identités paradoxales du poète, avec un entremêlement puisque la plaie fait référence à la victime, le couteau au bourreau. On va inverser ces références puisque le soufflet fait référence au bourreau, la joue à la victime, et on a à nouveau un renversement avec les membres qui font référence à la victime et la roue au bourreau. Donc pour bien montrer cet entremêlement de cette identité paradoxale, de cette double identité. Donc déjà, double identité qui génère un éclatement du moi. La figure du poète n'est plus unifiée autour d'une identité stable et compréhensible. Et en plus de ça, un éclatement du moi parce que ce jeu se confond avec des objets concrets et on a un dépassement du concret parce que ces objets-là sont des symboles à la fois bibliques, sont aussi des symboles bibliques, hein, la plaie, le couteau, le soufflet, la joue. Voilà. Donc il y a un dépassement à chaque étape du moi qu'on pourrait dire unifié et concret, corporel. Là, il est complètement éclaté, il est complètement dépassé par le poème. Donc là, je t'en montre que deux, mais c'est récurrent dans les fleurs du mal, mais ici, c'est bien visible. Et ça annonce deux choses. Premièrement, ça annonce la crise du sujet qu'on va avoir dans la poésie après Baudelaire, par exemple dans les poèmes de Mallarmé, je cherchais son nom, dans les poèmes de Mallarmé, où on va avoir vraiment un sujet qui ne peut plus se dire, qui se dissout dans la poésie. Ici, dans les fleurs du mal, on n'a pas forcément, on a cette dépersonnalisation, hein, ce jeu qui se dissout, par exemple dans les poèmes du spleen, mais c'est surtout une expansion assez positive du moi qui va s'étendre au reste de l'univers, qui va dépasser les limites de l'être humain grâce à l'écriture poétique. Ça permet aussi de relire en fait et de mieux comprendre
l'aspect autobiographique de certains poèmes, puisqu'en fait il s'agirait plutôt peut-être de partir du particulier pour aller vers l'universel, avec cette idée dès le poème, qui est exprimée dès le poème au lecteur, où le poète dit par exemple Tu le connais lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Et donc, mon frère, hein, ça veut dire que le poète s'inclut dans une humanité, dans une condition humaine qui va être l'objet, l'un des objets, l'un des sujets de sa création poétique. Donc, il s'agit plutôt, non pas d'écrire sur soi, mais d'écrire sur la condition humaine à travers des sujets parfois autobiographiques. À travers son expérience d'être humain, en fait, parmi les autres. Alors, deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est que Baudelaire va aussi construire une forme de mythe, de légende du poète maudit, et ce, dès les premiers poèmes des Fleurs du Mal, avec Bénédiction et l'Albatros. Dans Bénédiction, il s'agit en fait de montrer que le poète est soumis à une malédiction, non pas une bénédiction, mais j'expliquerai ce paradoxe après, où le poète est maudit par sa propre mère. Et dans Malédiction, il faut entendre à la fois ce procédé magique où une personne voue quelqu'un au mal et au malheur, mais aussi une définition plus biblique où c'est Dieu qui... Enfin, c'est une forme d'information où l'homme sait qu'il va être puni par Dieu à cause d'un péché. Alors, quel péché pourrait bien avoir commis ce poète maudit? Bien, tout simplement le fait d'être né dans Bénédiction, puisque dans la morale qui est présentée par Baudelaire, c'est une morale très chrétienne, et Baudelaire croit au péché originel qui voue les hommes au mal. Et donc, le poète, étant un être humain comme un autre, est voué au mal à cause du péché originel qui pèse sur ses épaules. Mais néanmoins, le poète se distingue du reste de l'humanité. Et c'est ce qu'on voit très clairement dans le poème L'Albatros, parce que le poète est aussi maudit parce qu'il est rejeté des autres hommes à cause de sa différence. Puisque, comme l'albatros, cet oiseau majestueux dans le ciel qui marche en boitant sur le sol, bien le poète lui aussi est différent. Il est boiteux dans le sens où il ne correspond pas aux attentes du monde et donc il est moqué par les autres hommes. Il n'appartient pas en fait à ce monde, il appartient au monde des cieux. Et c'est là où je voudrais revenir sur cette idée paradoxale de la malédiction qui se transforme en bénédiction. C'est que à cause de sa différence, enfin, quelle est cette différence? Cette différence, c'est que le poète est comme ce voyageur ailé qu'on a dans la troisième strophe de l'Albatros, c'est qu'il a accès aux cieux. Il a accès à une forme d'élévation qui le distingue des autres hommes, notamment grâce à sa plus grande sensibilité. C'est ce qu'on a dans le poème Bénédiction. Et en plus de ça, le poète, grâce à sa plus grande sensibilité, mais aussi grâce à son aspect maudit, va avoir une relation intime au mal, va comprendre le mal de manière plus intime, plus forte, plus profonde que le reste de l'humanité. Et c'est cette compréhension du mal, cette lucidité face au mal, qui va lui permettre d'accéder à la poésie, qui va lui donner les pouvoirs de la création poétique. Et ce pouvoir-là, bien sûr, est vu par Baudelaire comme une bénédiction dans le mal.
J'espère que tu suis bien ma logique, hein. Donc cette malédiction qui voue le poète au mal et au malheur, c'est ça qui lui permet de devenir poète, et devenir poète, eh bien ça se transforme donc en une bénédiction. Bénédiction qui va lui permettre d'avoir un rôle, celui de l'alchimiste. Premièrement parce que le poète, c'est celui qui va réussir, qui va pouvoir, grâce à la création poétique, transformer la boue en or, c'est-à-dire extraire la beauté du mal qui est omniprésente dans le monde et dans les hommes. Donc par exemple, il va pouvoir transformer une charogne en un trésor de vitalité, si j'ose dire. Mais ce pouvoir-là, en plus de ça, pour Baudelaire, je rappelle que la beauté, c'est ce qui permet de guérir du mal. Et donc le poète, c'est celui qui, grâce à la création poétique, à son pouvoir de transformation, de transmutation, va pouvoir guérir, apporter du réconfort aux hommes. C'est ce qu'on trouve dans le poème Le Soleil, qui est dans la section Tableau parisien. En fait, le soleil, le poète est comparé au soleil. Le soleil, c'est celui qui réussit à faire briller, qui réussit à montrer la beauté du monde, à révéler la beauté du monde. Et le soleil est dit comme celui qui... oui, voilà. Il ennoblit le sort des choses les plus viles. Donc voilà, il transforme les choses horribles, les choses misérables, en quelque chose de beau, comme le poète. En plus, c'est même dit juste avant, quand ainsi qu'un poète, il descend dans les villes. Et alors, j'essaie de retrouver le passage. Voilà. Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les ruches de miel. Donc, ce miel, c'est ce réconfort qu'apporte le soleil, qu'apporte le poète chez les hommes. L'autre fonction du poète, l'autre pouvoir du poète, c'est qu'il va être celui qui va comprendre et révéler la vérité du monde. Le poète, c'est celui qui est capable de transpercer les mystères du monde. Pourquoi ? Grâce à sa grande sensibilité, il va être capable de comprendre les liens secrets entre les choses et à dépasser les apparences et les limites pour voir au-delà des choses. C'est ce qu'on a dans le poème Correspondance. Donc je vais te le lire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Donc ici, la nature est vue comme une chose mystérieuse où il y a des symboles qui sont à déchiffrer. Et c'est le poète qui peut les déchiffrer. Alors comment ? Comme de longs échos qui de loin se confondent, avec une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Donc ces liens mystérieux sont perceptibles par le poète grâce à ses sens, car il est capable de percevoir ces liens entre les choses et il peut les révéler dans ses poèmes grâce notamment à ses correspondances horizontales, c'est-à-dire à ses synesthésies, où le poète associe un sens à un autre. Donc par exemple ici, dans la strophe que je viens de lire, c'est l'ouïe qui est associé à la vue, qui est associé à l'odorat. Et dans la strophe suivante, il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Donc ces synesthésies permettent au poète de voir au-delà des limites des choses, il voit donc les choses infinies, et cela évoque une élévation du poète à travers donc ces parfums capiteux qui sont souvent utilisés dans des cérémonies, dans des rituels et du coup qui évoquent une forme de spiritualité, comme le mot chanter aussi, comme le verbe chanter, hein. Les chants, ce sont ces voix qui s'élèvent vers les dieux, avec l'idée des transports aussi. Les transports, ce sont les extases qu'ont régulièrement les mystiques ou dans des rituels spirituels. Et, euh, et en fait, on a clairement cette idée que la sensibilité profonde du poète lui permet de comprendre la profondeur de l'univers, ce qui lui permet d'accéder à autre chose, à une autre réalité, à la véritable réalité des choses, à transpercer les mystères et donc à s'élever au-dessus de la réalité plate et triviale du monde. C'est pour ça qu'il parle d'esprit, hein, de cette élévation. Et c'est ce qu'on retrouvait en fait dans le poème L'Albatros, où le poète est celui qui a accès aux cieux, qui a accès à une compréhension plus élevée du monde par rapport aux autres hommes. Et c'est une forme d'élection divine ou satanique, on ne saura jamais dans les poèmes de Baudelaire, qui lui permet d'accéder à ce niveau-là de vérité, qui est inaccessible aux autres hommes. Et c'est en fait cette jalousie qui s'exprime dans la maltraitance que lui fait subir les autres hommes dans l'Albatros, hein. Il s'agit d'une jalousie. Donc voilà, j'espère que ces différents points sur le poète, sur la figure du poète dans les Fleurs du Mal te permettront de mieux comprendre en profondeur certains poèmes et de répondre un peu mieux à certains sujets de dissertation. Je te conseille d'aller voir mes autres vidéos sur les Fleurs du Mal de Baudelaire. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et je te rappelle que je donne aussi des cours particuliers de français, il me reste encore des disponibilités, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter à contact@camille-toussaint.fr ou à aller voir plus d'informations sur mes cours particuliers sur mon site internet. Tout est en barre d'informations de toute façon en description. Voilà, donc bonne lecture et bonne journée.